Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux. Alors aujourd'hui, on va voir comment on peut utiliser l'inbound marketing pour lancer sa start-up sans publicité. Alors pour me présenter, je suis Amandine Chaubet, je suis consultante en marketing digital stratégique dans une entreprise de conseil en marketing qui s'appelle Equancy. Moi, je m'appelle Pierre-Emmanuel de Certaine, je suis Growth Manager chez Flair. Donc Flair, si vous ne connaissez pas, c'est une super appli de shopping qui vous permet entre autres d'acheter tous les looks que vous pouvez voir sur Instagram. Alors ce soir, on va d'abord essayer de comprendre déjà ce que c'est que l'inbound marketing, parce que vous ne connaissez peut-être pas tous. Ensuite, on a des intervenants qui vont venir nous parler de eux, comment ils ont fait pour utiliser cette technique pour se lancer. Et enfin, vous pourrez poser vos questions. Alors pour commencer, on va comprendre ce que c'est que ce terme d'inbound marketing. Alors déjà, qui connaît l'inbound marketing? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Voilà, 3, quelques 4, personnes. Alors, on va expliquer à tout le monde brièvement ce que c'est. Alors, l'inbound marketing, c'est une technique qu'on va opposer à l'outbound marketing. Alors, l'outbound marketing, c'est une technique qu'on va appeler de push marketing. En fait, c'est ces publicités qui vous énervent toute la journée, de la publicité télé à votre boîte mail pleine de spam, alors que l'inbound marketing, c'est une nouvelle technique qui va être basée sur une approche customer-centric, qui va se baser sur les vrais usages des consommateurs et les faire venir à nous, en fait, plutôt que d'aller les harceler avec de la publicité. Alors d'abord, on va voir comment est né cet inbound marketing, et ensuite, on va voir en quoi consiste la méthode. Donc ce serait un peu difficile de parler de la naissance de l'inbound marketing sans parler un peu de son pendant qui est l'outbound marketing, à savoir la publicité. Donc alors, une question encore plus difficile que la précédente. Est-ce que quelqu'un connaît cette personne? Non, je m'en doutais. Alors en fait, c'est John Wanamaker. Donc John Wanamaker, c'est le fondateur des grands magasins aux États-Unis et c'est également l'un des pionniers de la publicité. Il est considéré par certains comme l'inventeur de la publicité. Donc si on veut un peu dater la naissance de la publicité, on peut la corréler finalement à la révolution industrielle et l'avènement des grands médias, de la presse et également des premières campagnes d'affichage. Donc ce qui est intéressant avec John Wanamaker, c'est qu'il va être l'un des premiers à utiliser la publicité pour faire venir les gens dans ses magasins. Et une autre dimension qui est également intéressante, c'est que même à cette époque-là, il va constater qu'il y a déjà un problème de retour sur investissement de la publicité. Il aura cette phrase qui va rester célèbre pendant au moins 150 ans, qui est « la moitié de l'argent que je dépense en publicité est gaspillé, mais je ne sais pas laquelle ». Donc après, la publicité va se diversifier, va avoir différents canaux. Donc ça va passer par un peu toutes les évolutions technologiques, à savoir la radio en 1922, la télévision en 1940, les débuts de la première pub Internet en 1994, qui est également lié au premier spam. Et finalement, on va se retrouver avec une diversification de cette publicité qui va conduire finalement à une saturation de la part du consommateur et à une surpression. D'ailleurs, petite question à ce sujet-là, est-ce que vous savez combien de publicités on voit par jour en moyenne? Est-ce que quelqu'un a une idée? Non, personne? Ouais, c'est une très bonne remarque, d'ailleurs on va y venir. Mais en gros, on peut estimer qu'on voit environ de 500 à 2000 publicités par jour, ce qui est vraiment énorme, et qu'on reçoit environ 15 appels de démarchage téléphonique par mois. Donc ce qui est intéressant finalement, c'est que face à cette saturation et à cette surpression du consommateur, il va y avoir des techniques en fait, et des contre-courants qui vont s'élever pour permettre de diminuer un peu cette surpression publicitaire. Donc, comme le disait monsieur, ça va être AdBlock qui est à l'heure actuelle utilisé par un tiers des utilisateurs, des internautes, pardon. Alors justement, pour qu'un tiers des utilisateurs en viennent à aller télécharger AdBlock, c'est peut-être qu'il y a un problème. Et c'est peut-être que la publicité, c'est pas vraiment inspiré de ce qui était le Web 2.0. Alors ce qu'on appelle le Web 2.0, en fait, c'est le changement du Web tel qu'il était à la base, c'est-à-dire une technique push, où les marques vont avoir une sorte de monologue, où elles vont pousser du contenu. Et finalement, ça a vraiment été bouleversé avec des nouveaux usages des consommateurs. Donc les internautes, ils ont été de plus en plus interconnectés, ils ont échangé du contenu entre eux. Et finalement, ça a permis à des blogs et à du user-generated content d'émerger. Donc c'est un terme un peu compliqué pour simplement dire que c'est des contenus qui sont créés par les internautes, c'est-à-dire un tweet ou un post sur Instagram. Ça, c'est du user-generated content.
Et finalement, tout ce contenu, avec le temps, ça a permis à des communautés de prendre du pouvoir. Et ça a vraiment été exacerbé par l'avènement des réseaux sociaux, qui finalement ont renversé la relation de pouvoir qu'il y avait entre les consommateurs et les marques. Et aujourd'hui, les consommateurs sont à égalité avec les marques, et finalement, elles sont obligées d'avoir un vrai dialogue avec eux. Et c'est dans ce contexte que deux entrepreneurs, qui sont Dharmesh Shah et Brian Halligan, le jour où ils ont voulu lancer leur start-up qui s'appelle HubSpot, qui est une solution de gestion sur Internet du marketing, finalement ils se sont dit les internautes ont changé la manière dont les consommateurs fonctionnent, leurs usages, leurs habitudes, la manière dont ils achètent. Et alors, à côté, notre marketing n'a jamais changé. Donc c'est qu'il y a un problème et ils se sont dit qu'il y a une vraie opportunité. Aujourd'hui, cette petite start-up, c'est quand même une start-up qui est présente aujourd'hui, c'est même plus une start-up, c'est vraiment une grande entreprise. Elle est présente dans 90 pays, il y a plus de 10 000 clients, ils ont quand même une croissance de leur chiffre d'affaires qui est exponentielle. Alors face à ça, vous allez vous dire, moi, petit entrepreneur, j'aimerais bien atteindre les 40 millions de chiffre d'affaires en moins de 10 ans. Et comment eux, ils ont fait pour le faire sans faire une seule publicité? En fait, c'est aussi pour ça qu'on voulait vous présenter cela, parce que HubSpot, c'est vraiment l'exemple de la startup qui s'est lancée sans publicité, grâce à ce qu'on va appeler l'inbound marketing. Donc, c'est la technique de marketing qui a été développée par HubSpot. À la base de cette nouvelle théorie qu'ils vont développer, il y a une règle très simple qui est de dire je ne vais pas utiliser en tant que marketeur des techniques qui m'énervent en tant que consommateur. C'est-à-dire que si le matin, vous êtes en train de créer des campagnes email promotionnelles que vous-même, vous n'aurez pas envie de lire dans votre boîte mail, c'est qu'il y a un problème. Et donc l'inbound va se baser sur 3 piliers qui vont être d'abord la création d'un contenu remarquable, c'est-à-dire un contenu qui va se remarquer sur Internet. Ensuite, il va falloir être capable de diffuser ce contenu et de le rendre facilement trouvable par les internautes. Et enfin, tous vos consommateurs ensemble vont créer une communauté. Donc ça va être important que votre marque prenne une place dans cette communauté et réussisse à l'animer. Finalement, c'est une approche pull marketing qui a été adaptée à Internet. Donc pour entrer un peu plus concrètement dans la méthode inbound marketing, elle va s'articuler en 3 ou 4 grandes phases. Ici, on a choisi 3 grandes phases. La première, ça va être vraiment d'attirer du trafic sur votre site Internet. Donc pour ça, en fait, on va utiliser 3 grands piliers. Créer un contenu remarquable, alimenter un blog professionnel et également être facilement trouvable sur Internet. Donc pour chacun de ces piliers, on a tenu à vous présenter des exemples concrets pour que vous ayez une vraie idée en fait, de ce qu'on peut faire. Donc d'abord, je pense que vous vous êtes tous lancés dans la création de contenu et que vous vous êtes tous dit finalement pourquoi ces adolescents boutonneux arrivent à avoir plus de trafic sur leur blog que sur notre blog. Donc ça, HubSpot vous répondrait en fait que ça vient de la notion de contenu remarquable. Donc ce qu'on appelle le contenu remarquable, c'est un contenu qui va être utile aux consommateurs, unique sur le web et différencié par rapport à la concurrence. Donc on vous a pris également des petits exemples là-dessus. Donc sur l'utilité par rapport aux consommateurs, nous on a bien aimé Michel et Augustin. Michel et Augustin, tous les premiers jeudis du mois, ils ouvrent leur siège social à tous leurs consommateurs. Donc ça c'est très intéressant parce que ça va leur permettre d'abord de parler avec eux et de définir ce qu'on appelle des buyer personas, c'est-à-dire des profils de consommateurs idéaux. Une fois qu'ils ont défini un peu ces profils, ça va leur permettre également de discuter du contenu qu'aimeraient bien avoir leurs consommateurs, du contenu qu'ils proposent actuellement avec eux, et de récolter énormément d'insights et de réadapter leur stratégie après. Donc ça, c'est très intéressant. Et le dernier point, c'est que si jamais ils ont des idées de contenu ou de stratégie web qu'ils veulent mettre en place, ils pourront déjà le tester en ayant un petit échantillon de consommateurs type qui est présente lors de ces journées portes ouvertes. Donc ça, c'est vraiment très présent dans leur ADN parce que depuis toujours, ils veulent finalement engager les consommateurs dans le développement de leur marque. Sur le côté unique sur le web et utile aux consommateurs, on a pris un exemple qui est Rent the Runway. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une start-up qui s'est lancée aux États-Unis et qui loue des robes de soirée aux internautes. Donc, par rapport à un site de e-commerce classique et un site de vente en ligne sur Internet, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils utilisent beaucoup le contenu généré par leurs utilisateurs. Pour chaque robe que vous allez pouvoir louer sur Rent the Runway, vous allez avoir la photo officielle de la robe avec le mannequin
Et à côté de ça, vous allez avoir la photo de la robe portée par toutes les utilisatrices qui auront accepté d'envoyer la photo à la startup. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permet d'une part d'avoir du contenu unique sur le web. Vous êtes sûr que vous ne pourrez pas le trouver ailleurs. Et ensuite, le deuxième élément, c'est que ça répond à une vraie attente des consommatrices, à savoir, cette robe, elle est très jolie sur le mannequin, mais moi, c'est pas du tout ma taille, donc comment je sais si ça peut m'aller? Et bien là, vous avez toutes les autres utilisatrices qui font des tailles très différentes, et vous avez une vraie idée, finalement, de à quoi peut ressembler la robe sur vous. Enfin, le dernier exemple sur la différenciation par rapport à la concurrence, on aime beaucoup Dollar Shave Club, donc je ne sais pas si vous connaissez, c'est une start-up qui vend des rasoirs. Donc ça, c'est très intéressant parce que sur le secteur, elle est en concurrence avec des géants qui ont une force publicitaire énorme, qui sont capables de mettre des centaines de milliers d'euros sur la table en campagne publicitaire. Donc c'était vraiment à la base très mal barré pour eux. Donc eux, ils ont eu une idée assez simple. Ils se sont dit, on va investir 4 500 $ dans une petite publicité. Par contre, cette publicité, on va la faire à la fois humoristique et sympathique. Et on va tout faire pour montrer finalement que notre produit n'est pas pareil que la concurrence. Donc je vous laisse juste regarder un petit extrait. Hi, I'm Mike, founder of DollarShaveClub.com. What is DollarShaveClub.com? Well, for $1 a month, we send high-quality razors right to your door. Yeah, $1. Are the blades any good? No. Our blades are f***ing great. Each razor has stainless steel blades, an aloe vera lubricating strip, and a pivot head. It's so gentle a toddler could use it. And do you like spending $20 a month on brand name razors? 19 go to Roger Federer. I'm good at tennis. And do you think your razor needs a vibrating handle, a flashlight, a back scratcher, and 10 blades? Your handsome-ass grandfather had 1 blade and polio. Looking good, pop-up! Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que cette vidéo, elle a été postée et en un mois, elle a récolté 4 millions de vues. À l'heure actuelle, elle cumule 21 millions de vues. Donc imaginez le prix que ça aurait représenté en campagne publicitaire. Alors, ce contenu remarquable, une fois que vous l'avez créé, il va falloir le rendre visible en ligne pour vos potentiels consommateurs. Et alors là, HubSpot incite vraiment sur le fait qu'il va falloir créer un blog professionnel de qualité pour pouvoir relier tous ces contenus. Alors, un blog, ça va être d'abord un prétexte pour créer du contenu régulièrement. Et enfin, ça va vous permettre de devenir un expert dans votre domaine, puisque parfois, vous allez être le seul à prendre la parole dans votre secteur d'activité. Et enfin, ça va aussi être une occasion de tester les attentes de consommateurs, parce que vous allez pouvoir créer des articles spécialisés en fonction des futurs produits que vous allez développer ou de segments sur lesquels vous voulez aller, et ça va vous permettre de voir avec le tracking si ça marche. Donc forcément, voici un exemple d'une start-up encore, qui s'appelle HelpScout. Alors HelpScout, ils font quelque chose qui n'est pas très sexy à la base, qui s'appelle, finalement, qui est de la gestion de la relation client sur Internet. Et ils sont vraiment différenciés avec leur blog. Comment ils ont fait? Parce qu'ils sont quand même passés de 100 lecteurs à leur lancement à aujourd'hui plus de 250 000, ce qui est énorme. Finalement, ils ont vraiment soigné la forme. Et c'est vrai qu'en B2B, on voit très peu de startups qui soignent autant la forme. Et c'est vrai que le blog est vraiment appealing. On a vraiment envie de lire les articles. Et en plus de ça, ils ont forcément soigné le fond. Ils ont vraiment créé des articles qui sont spécialisés en fonction de leurs clients. Donc, ils vont aller sur des articles qui sont très approfondis en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, il y a des articles pour des grandes entreprises qui vont traiter de la relation client quand on a un gros groupe ou une start-up, comment on fait. Et finalement, c'est vraiment ces articles de niche qui leur ont permis aujourd'hui d'affirmer qu'avec seulement 50 articles de blog, ils ont pu récolter 2 millions de consommateurs. Alors, pour créer du trafic sur ce blog, il va falloir forcément diffuser ce contenu sur les réseaux que vous avez déjà, qui sont les réseaux sociaux, des blogs partenaires ou des webzines spécialisés ou encore des forums. On va partager après la présentation si vous avez besoin. Alors aussi, on va passer très vite sur le SEO parce qu'on n'a pas le temps d'approfondir. Mais il y a 3 axes qui sont très importants dans l'inbound, c'est-à-dire l'indexation, le on-page SEO et le off-page SEO. Alors le SEO, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la capacité qu'a votre site à remonter sur Google de manière naturelle, c'est-à-dire en ne paraissant pas dans les annonces, en ne payant pas. Alors déjà,
l'inbound va se baser sur le fait qu'il faut, encore une fois, se baser sur la qualité. Donc il faut indexer uniquement les pages qualitatives. Alors c'est vrai que quand on se lance, on a l'impression que notre site est pauvre et qu'il faut avoir un maximum de pages. Alors qu'en fait, il vaut mieux avoir peu de pages, mais des pages qui sont qualitatives, encore une fois. Et il faut surtout éviter d'avoir du contenu dupliqué, parce que ça, des moteurs comme Google le voient, et il va vraiment pénaliser votre site s'il voit qu'il y a des contenus qui sont doubles. Enfin, c'est important d'avoir un ratio texte-image qui soit assez élevé. En fait, par là, on entend qu'aujourd'hui, vous voyez beaucoup de startups qui ont des sites en mode portfolio, qui sont très jolis, mais finalement, il y a très peu de texte. Donc, il ne faut pas oublier que les moteurs de recherche sont incapables de scanner une image, donc ils ne savent pas de quoi parle votre site. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à avoir assez de texte qui va expliquer à Google ce que fait votre site Internet. Enfin, sur le on-page SEO, donc c'est-à-dire tout simplement le SEO que vous allez pouvoir monitorer en interne, il y a quelques éléments qui sont très importants, dont la stratégie de mots-clés. Alors en fait, les mots-clés qui sont stratégiques pour vous, ça va être les mots-clés qui sont tapés par vos consommateurs quand ils vont rentrer dans des requêtes qui touchent à votre industrie. Donc les mots-clés sont vraiment à la base de toute la stratégie SEO. Et notamment, on vous a résumé 5 axes sur lesquels il faut vraiment qu'ils soient présents. Donc ça va être le titre qui est sur le point 1. Le titre que vous voyez ici, en fait, sur votre site, il va s'afficher en bleu. C'est vraiment la première chose que voient les gens en SEO sur Google. Ensuite, il faut que ça soit dans votre URL. Alors, c'est pour ça qu'en fait, on vous conseille de faire une page par thème, puisque ça vous permettra d'avoir des URL qui sont spécifiques et d'aller ainsi sur des requêtes de niche. Ensuite, il faut aussi travailler ce mot barbare qui est la métadescription. En fait, c'est très simple. La métadescription, ce n'est pas quelque chose qui va forcément impacter beaucoup votre SEO, mais c'est le texte que l'internaute va voir quand il va taper les mots-clés sur lesquels vous allez ressortir. Donc, ça va lui donner envie ou pas de venir sur votre site. Enfin, il faut aussi travailler ce qu'on appelle la balise H1, qui est tout simplement le titre de votre page, puisque pour Google, c'est les mots-clés qui sont le plus importants sur votre page. Et enfin, une autre chose qui s'appelle la balise alt. En fait, c'est la balise qui va simplement, c'est l'endroit où vous allez expliquer au moteur de recherche ce que votre image décrit. Donc, comme on l'a expliqué, les moteurs de recherche sont incapables de comprendre les images. Donc, grâce à cette balise, vous allez dire, voilà, c'est une carte de la France qui parle de vacances. Vous allez mettre tous vos mots-clés stratégiques et il va comprendre de quoi vous parlez. Enfin, il y a aussi le fait de faire une stratégie qu'on appelle de cross-linking. C'est simplement le fait que vos pages doivent se renvoyer les unes vers les autres. Donc typiquement, sur un site de recettes, il faut que votre recette du banana split renvoie un endroit sur la recette de la chantilly, sur la recette de la glace maison. Et ça va vous permettre de montrer au moteur de recherche que votre site est cohérent et qu'il est bien organisé. Et enfin, une autre chose qui est importante, dans ce qu'on appelle plutôt le off-page SEO, donc quelque chose que vous n'allez pas directement gérer en interne, c'est lorsque vous faites une stratégie de RP ou que vous avez des blogueurs, par exemple, qui parlent de votre entreprise, c'est important de leur demander absolument d'intégrer une URL de votre site, un lien hypertexte qui va rediriger vers vous. Parce que Google, en fait, se base sur le modèle des académiques, en fait, sur lequel, quand quelqu'un publie un article, plus il est cité, plus ça veut dire que son article est intéressant. C'est pareil pour les sites Internet. Plus votre article est cité, plus votre site est cité par des blogueurs importants, plus ça montre qu'il est intéressant. Du coup, ensuite, la deuxième partie, c'est une fois qu'on a attiré tout ce trafic sur notre site web, finalement, qu'est-ce qu'on en fait ? Et donc là, ça va être ce qu'on appelle la phase retenir ou convertir les visiteurs en lead. Donc la définition d'un lead peut varier, mais en gros, un lead, c'est une personne qui a accepté de vous fournir des informations vous permettant de la recontacter. Donc ça va passer finalement par 3 grandes étapes, les call to action, les landing pages et les pages de remerciement. Donc la première grande étape à retenir pour convertir les visiteurs en lead, ça va être de créer un contenu exceptionnel, un appât en quelque sorte. Donc il y a différents formats qui performent bien sur le net à l'heure actuelle, les vidéos, les webinars, mais généralement ce qui performe vraiment le mieux, ça va être les études sectorielles sur votre secteur ou sur la concurrence ou sur des tendances, des livres blancs que vous allez développer sur certaines tendances clés qui sont très innovantes, ou encore des softwares gratuits qui vont permettre de faciliter à vos consommateurs potentiels le fait de faire telle ou telle action. Donc, une fois que vous avez développé ce contenu exceptionnel, cet appât très qualitatif, vous allez vous occuper des call to action. Donc là, pour prendre un exemple concret, on va dire qu'on est un hôtel
et qu'on a produit un petit guide sur les meilleurs restaurants de Paris. Donc le guide est très bien, on va le mettre sur le site web et on va le rendre bien visible sur le site web. En dessous de la photo de ce guide des restaurants parisiens, vous allez mettre donc le call to action. Donc c'est ça. Et donc là, il y a 3 grands principes à respecter sur les call to action. Le fait d'être clair, c'est-à-dire que le message doit être facilement compréhensible par l'utilisateur. Là, en l'occurrence, je télécharge le guide, donc il sait clairement ce qu'il va faire quand il va appuyer. Ensuite, le fait d'être bien visible, de bien ressortir. Et enfin, le fait d'être interactif et sympa pour l'utilisateur. Une fois qu'il a cliqué sur le call to action, ça va l'amener vers ce qu'on appelle une landing page. Donc une landing page, la structure type, c'est celle-ci. Vous allez avoir le titre tout en haut. Ensuite, vous allez avoir un petit texte descriptif, une punchline qui va rappeler finalement pourquoi votre contenu est super pour l'utilisateur et pourquoi ce dernier a intérêt à le télécharger. En dessous, vous allez avoir un petit visuel pour rappeler finalement le contenu. Et juste à côté, vous allez avoir un formulaire de contact. Donc ce qui est très important, c'est de garder une bonne lisibilité sur la landing page, à savoir que l'utilisateur puisse très facilement la scanner, la lire et voir tous les éléments. Sur le formulaire de contact, ça va être important de ne pas l'allonger, de ne pas faire 5 champs ou je ne sais pas combien de champs. L'idée, c'est vraiment que ce soit court et surtout de ne pas demander des informations trop privées à vos utilisateurs. Enfin, une petite astuce, c'est de retirer le menu de votre site web sur la landing page. Là, en l'occurrence, l'objectif, c'est que votre visiteur se convertisse en lead et pas qu'il aille explorer votre site web. Une fois que c'est fait, il va remplir donc les différents champs et cliquer sur « Je télécharge le guide » et atterrir sur ce qu'on appelle une page de remerciement, comme son nom l'indique clairement. Donc là, bien évidemment, vous allez le remercier d'avoir téléchargé votre contenu. Et là, l'idée, ça va être d'aller un peu plus loin et d'être un peu astucieux. Donc vous allez déjà lui permettre d'avoir accès à l'offre très facilement. N'allez pas rajouter des étapes supplémentaires. Là, il a le droit de récupérer ce qu'il voulait. Ensuite, vous allez rajouter le menu de votre site web. Là, en l'occurrence, ça peut être intéressant qu'il se balade un peu sur votre site web. Et ce qui va être surtout très intéressant, c'est vraiment de mettre des articles ou des livres connexes à côté de la photo. Donc ça peut être, par exemple, si vous avez fait un petit guide des bars de Paris, vraiment de le mettre juste à côté. Donc on va faire un petit exercice, à votre avis, laquelle de ces deux landing pages va le plus convertir? Donc qui dit la version A? Levez la main. Ok, qui dit la version B? Ok, donc la majorité de la salle. Eh ben, désolé de vous décevoir, mais c'est la version A qui va convertir le mieux avec 24% de leads en plus. Donc c'est très intéressant parce qu'on peut croire, il y a une photo, c'est sympa, finalement les gens vont être plus attirés. Et au final, les personnes qui ont fait ce test-là se sont rendues compte que c'était beaucoup plus facile d'être focus sans photo et que les gens arrivaient plus facilement à rentrer les champs rapidement que quand il y avait une photo. Deuxième petit exemple, à votre avis, lequel des deux va le mieux performer? Qui dit la version A? Ok, la version B. Ok, donc c'est assez mitigé. Là, en l'occurrence, c'est la version A qui va le plus performer. Mais ce qui est très intéressant, c'est la variation. Là, vous allez être à plus 493% de lead. Donc, si vraiment il y a une chose que vous devez retenir sur les landing pages, c'est de faire de l'A/B testing. Vraiment tester. Tester le wording, tester les visuels, tester les couleurs, tester les call to action. Les résultats et les variations peuvent être vraiment monstrueuses. Alors, une fois que vous avez des informations sur vos visiteurs, on va dire que c'est un lead. Alors, comment faire pour convertir? Alors, on va utiliser deux techniques qui ont un nom un peu barbare, mais qui finalement désignent des processus très simples. C'est ce qu'on appelle le lead scoring et le lead nurturing. Alors, le lead scoring, c'est le fait de donner une note à son prospect. Donc, par exemple, sur votre site internet, vous avez remarqué, tout le monde ne va pas convertir aujourd'hui. En fait, il y a une partie des gens qui sont prêts à convertir et il y a une grande partie qui va convertir dans 6 mois, surtout en fonction de votre panier moyen. Alors, il va falloir leur donner une note pour savoir en fait à quel moment et quel contenu leur pousser pour qu'ils convertissent. Alors, on va se baser sur les informations disponibles dans les formulaires. Sur l'activité du lead, est-ce qu'il a été engagé sur votre site? Est-ce qu'il a cliqué sur des zones chaudes? Est-ce qu'il a visité des pages qui sont engageantes du funnel d'achat? Et enfin, quel était son engagement? Est-ce qu'il vous suit sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'il est abonné à votre newsletter, etc. Alors ça, vous pouvez le faire
sur un Excel quand vous avez peu de leads à gérer. Et on recommande quand même que lorsque vous avez beaucoup de bases à gérer, de passer par une solution de marketing automation, comme celle que propose HubSpot, qui va faire ça automatiquement. Alors une fois que vous avez noté ces leads, vous allez pouvoir leur envoyer des communications spécialisées en fonction de leur maturité. C'est ce qu'on appelle le lead nurturing. Donc, pour communiquer avec eux, vous allez envoyer des emails spécialisés. Et ici, on a pris le business case de Tab, qui est une entreprise classique de solutions de stockage. Et finalement, voici comment ils ont fait pour développer leur stratégie de lead nurturing. Alors d'abord, ils ont fait cette étape de lead scoring. Donc, ils ont noté la maturité de chacun de leurs prospects. Ensuite, ils ont déterminé quel était le cycle d'achat dans leur industrie, pour savoir à quel moment étaient les gens dans leur base. Enfin, ils ont créé des landing pages spécialisées, c'est-à-dire pour chaque étape, il va falloir créer une landing page spéciale. Vous n'allez pas pousser directement le bouton « Acheter » sur un prospect qui ne sait pas de quoi vous parlez. Donc, ensuite, ils ont créé des campagnes emailing pour chaque étape. Donc, on voit que les actions qu'ils ont choisies, d'abord, ça a été par exemple de télécharger un livre blanc. Ensuite, pour l'étape reconnaissance du problème, c'est-à-dire le premier email que vous allez recevoir si vous ne connaissez rien aux solutions de stockage. Donc, en l'occurrence, c'est un mail qui s'appelait 8 signes qu'il vous faut une solution de stockage. Une fois que vous avez téléchargé plus, par exemple, le livre blanc, vous allez recevoir un deuxième email qui va s'appeler comment choisir une bonne solution. Et petit à petit, en fait, le lead nurturing va éduquer le prospect jusqu'à le faire convertir. Et en fait, ça paraît une technique très simple et très basique, mais ça a quand même doublé les taux d'ouverture de leurs emails. Ça a augmenté de 650% leur taux de clic. Et enfin, ça a augmenté de 32% leur taux de conversion. Donc, c'est que c'est vraiment important, encore une fois, de pousser le contenu adapté au moment du cycle d'achat du prospect. Donc, pour conclure rapidement, l'inbound marketing, ça va être vraiment basé sur le fait qu'il va falloir créer un contenu de valeur pour l'utilisateur. Il va falloir être utile, comment votre marque peut être utile pour le consommateur. Et finalement, en faisant ça, ça oblige le marketeur à créer de la valeur. Et c'est là où on est vraiment différent de l'outbound marketing. Et enfin, comme on l'a vu dans les cas présents, le fait de ne pas utiliser de publicité, qui est de plus en plus cher, même sur le display et le retargeting actuellement, ça va vous permettre vraiment de baisser vos coûts d'acquisition. Donc on a été très rapide aujourd'hui, puisqu'on a beaucoup d'intervenants à interviewer. Si vous voulez aller plus loin, forcément, on vous conseille de regarder notre livre qui s'appelle « La révolution inbound marketing ». Et dedans, il y a notamment une partie qu'on a développée qui s'appelle le « do-it-yourself marketing », parce que beaucoup pensent que créer du contenu, c'est très cher, et ça l'est souvent. Et du coup, on vous propose des solutions pour créer vous-même votre contenu à moindre frais. Et donc, à présent, on va demander à nos intervenants de nous parler de l'inbound marketing. Et on va peut-être commencer... Merci. Du coup, on va faire une très rapide présentation des différentes personnes. Bonsoir à tous, et je suis enchanté d'être avec vous ce soir. Est-ce qu'on m'entend bien, ça va? Ouais. Du coup, moi je suis Kevin Dangu, je suis chef de projet et consultant marketing au sein de l'agence 1 minute 30 depuis environ 2 ans. Et on est une agence qui est spécialisée en inbound marketing. On se l'est appliqué à nous-mêmes et on l'applique également à nos clients. Donc on va le voir juste après, ensemble, au sein des exemples et au sein des différentes questions qu'on va aborder. Alors bonsoir, Stéphane Feuillebois. Tout d'abord, merci pour l'invitation et pour l'organisation de cet événement. Donc pour ma part, je suis manager chez Kelly Consulting depuis maintenant 5 ans. C'est une société qui a commencé sur la stratégie digitale, qui fait différents métiers maintenant sur le digital. J'interviens à la fois sur la stratégie digitale, mais aussi sur du pilotage de projets web pour des grands groupes type Renault, Orange, Airbus, pour des startups, des sociétés intermédiaires, des sociétés internationales. Voilà. Moi, je suis Guillaume Declercq. Je suis le cofondateur de Merci Alfred, qui est un média et un site de e-commerce qui s'adresse aujourd'hui à une communauté de 300 000 personnes. Et puis, je suis hyper fier d'être ici, aussi parce que Pierre-Emmanuel et Amandine m'ont permis d'écrire ma première préface dans leur livre. Donc, achetez-le. Du coup, on va commencer tout de suite avec un peu l'histoire de différentes entreprises. Donc, on va commencer avec l'histoire de Merci Alfred par Guillaume.
Alors nous, on a eu un énorme avantage quand on a lancé Mercial Fred, c'est qu'on n'avait pas d'argent. Et donc pas d'argent, ça veut dire qu'il faut être créatif et avoir des bonnes idées, et qu'il faut se développer uniquement via le bouche-oreille. C'est ce qu'on a fait. On a d'abord du coup lancé la newsletter Mercial Fred, qui s'adresse aujourd'hui à une communauté de 120 000 hommes. On a ensuite lancé l'application Hook, qui a un peu moins d'1 an et qui a accumulé 160 000 téléchargements avec un super taux de rétention et d'engagement. Et c'est une appli qui, cette fois, est nationale, donc ce qui est un gros avantage pour nous, parce qu'on a du coup un bassin d'audience beaucoup plus large. À un moment donné, les marques sont venues aussi nous voir en nous disant votre patte éditoriale nous intéresse. Donc on a lancé un studio, donc on fait de la création de contenu en marque blanche pour les marques. Et puis au bout d'un moment, on s'est dit aussi les lecteurs nous font confiance sur ce qu'on leur recommande, donc on va carrément aller un step plus loin, et puis on va essayer d'imaginer, on va essayer de produire et de vendre des choses. Donc aujourd'hui, on fait beaucoup de e-commerce, à la fois en activité de marketplace, notamment sur l'appli, et puis également on design nos propres produits sur la marque Alfred Made. Donc on avait un deuxième très gros avantage aussi quand on a lancé Mercial Fred, c'est qu'on n'y connaissait rien. Et du coup, quand on n'y connaît rien, on est obligé de tout réinventer. Et quand on doit tout réinventer, on est obligé d'être très créatif. Et donc, quand on dit des bonnes idées, en fait, ce n'est pas des bonnes idées. Des bonnes idées, c'est des idées exceptionnelles. Alors, exceptionnelles dans le sens où c'est juste des idées qui ont été jamais vues ailleurs. C'est-à-dire que les gens se lassent extrêmement vite. En gros, si vous voyez une opération qui marche quelque part, n'essayez surtout pas de la reproduire parce que ça ne marchera jamais. Il faut que vous la réinventiez totalement vous-même. Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois. Je vous montrerai juste quelques exemples. Alors, j'avais entendu une fois dans une conf un mec qui disait « The trick is there are no tricks ». Donc il n'y a pas vraiment une seule recette. Donc je vous donnais juste quelques pistes d'idées plus quelques exemples sur comment on peut se réinventer. Alors il y a quelque chose, nous, qu'on appelle le « oh putain effect ». C'est-à-dire que quand on écrit quelque chose, si les gens ne disent pas « oh putain », c'est que sûrement il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire qu'on doit leur apprendre quelque chose. Donc là, c'est une infographie qu'on avait fait avec une boîte qui s'appelle Chauffeur Privé, c'était il y a à peu près 3 ans. Et en fait, c'était en prenant une bière vraiment avec le fondateur, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Tu as plein de données sur tes utilisateurs. Enfin, tu sais déjà qui ils sont et surtout, tu sais où ils vont. Donc, on s'est amusé à faire quelques analyses sur l'infographie des boîtes de nuit déchiffrées. Et avec juste un peu de data crunching, on a réussi à savoir dans quelle boîte de nuit parisienne il y avait plus de mecs ou plus de filles, dans quelle boîte de nuit il y avait le plus de mannequins. On a regardé les variations de trafic pendant la Fashion Week, c'était assez amusant. On regardait même dans quelle boîte de nuit les gens chopaient. Alors, autre chose, alors je reviens au jamais vu. Là, c'est plus sur vraiment, il faut oser parfois. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est aujourd'hui, le web, surtout le web pour les mecs, c'est un peu le règne à la fois du clickbait, donc des titres qui vont être le plus attractifs possible pour les réseaux sociaux, mais qui sont souvent hyper décevants derrière. Et puis de notre côté, c'est le règne du SEO, du référencement. Donc on va écrire 3, 4, 5 fois le même article avec une petite variation de wording, juste pour remonter dans les moteurs de recherche. Le résultat, c'est que le contenu, il n'est pas intéressant, c'est que les lecteurs le ressentent. Puis après, on a vu une autre étude aussi, on a vu, en fait, en gros, quand un contenu est 10 fois plus long, il se partage 10 fois plus. Donc ça nous a intéressés. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Et puis on a vu surtout qu'aux États-Unis, il y avait toute une tendance sur les formats longs qui se développaient et qui marchaient beaucoup mieux. Mais en France, simplement, personne ne le faisait. Donc on s'est dit, go, on y va. On a lancé un truc qui s'appelle les topos, parce que la vue est plus belle d'en haut. Alors on se donne une mission chez nous, chez Mercial Fred, on appelle ça raise the bar, c'est-à-dire qu'on se dit, si on prend les gens pour des idiots, à force ils vont le devenir. Donc on essaie toujours de dire, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va pouvoir les traiter avec respect quelque part. Et du coup, on a créé ça. Aujourd'hui, on écrit des sujets qui demandent peut-être 100 ou 200 heures de travail. Le premier, c'était le test du marshmallow ou comment réussir sa vie. Je vous invite à le lire. On a eu, juste sur cet article-là, par viralisation naturelle, on a eu 230 000 personnes qui ont passé plus de 10 minutes dessus, ce qui est vraiment énorme. Et en fait, ce qui était notre record de trafic historique sur une seule plateforme. Donc on s'est dit que là, il y avait quelque chose vraiment intéressant. Et du coup, c'est vraiment une rubrique qu'on a lancée. On a eu une chance énorme, c'est qu'on a reçu plus de 1000 mails de personnes qui voulaient du coup écrire pour nous, contribuer au contenu avec des gens qui étaient vraiment... On a eu
des chercheurs du CNRS, des profs à l'ENA, des mecs du Conseil d'État qui se sont dit les démarches nous intéressent. Donc voilà, donc c'est juste vraiment faire ce que les autres ne font pas, tout simplement, encore une fois. C'est plus quand on travaille avec les marques, mais aujourd'hui, notre business, nous, c'est le brand content. Donc les marques viennent nous voir pour qu'on crée du contenu avec elles. Et là, ce qu'on essaie de leur faire comprendre, c'est que tout le contenu qu'on va créer, il faut qu'il y ait un bénéfice lecteur qui soit hyper fort. C'est-à-dire que le discours produit, tout le monde s'en fout. En revanche, une marque a souvent plein de choses hyper intéressantes à dire, mais c'est souvent pas mis sous la bonne forme. Donc là, c'est un petit exemple, mais on le fait toutes les semaines. Hein. C'est ce qu'on a fait avec Heineken. On a fait tout simplement quelque chose qui s'appelait les 10 choses à savoir sur la bière avec eux. Donc c'est du vrai contenu, des choses intéressantes. Et puis après, il y avait tout un contenu Heineken. Et ce qui était assez magique, c'est que à la fois nos lecteurs l'ont énormément partagé, mais en plus, il y a énormément de sites qui l'ont repris. Donc on a eu ce qu'on appelle du earned media, c'est-à-dire des RP naturels. Alors, il y a aussi quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, ce qu'on appelle, nous, je sais que les hommes ont pas mal le goût du challenge. Donc là, on avait fait une petite OP. Alors, on ne parlait même pas de gros hacking à l'époque, parce que c'était quand même 2 ans et demi, je crois. Et on avait dit tout simplement, si vous réunissez le maximum de votes dans votre entreprise, il y a un food truck qui va venir en bas de votre bureau vous donner des burgers à volonté. On a eu dans la journée plus de 80 000 participants qui ont laissé leur adresse professionnelle, puisqu'on se basait vraiment sur l'extension de domaine, sur l'email pro pour compter les votes. Et on avait un classement en temps réel qui les incitait à voter. Et il y avait ce petit côté-là, défi entreprise, où tout le monde se tweetait. Et c'était vraiment ce jour-là, je me souviens, à la folie, où tous mes potes m'envoyaient des textos en me disant « mais c'est dingue, tout le monde joue à ce jeu-là dans ma boîte ». Donc c'est quelque chose... alors pour le coup, je dis qu'il fallait jamais refaire les choses, mais on le fait avec une variation. Demain, on le fait pour le déjeuner de Noël, ça s'appelle un Christmas Lunch Contest. On fait avec ça avec Deliveroo. Et donc les entreprises qui réunissent le plus de votes, là, ils ont jusqu'à 100 coursiers Deliveroo qui viennent leur apporter 8 et foie gras gratuitement. Donc je vous incite à participer demain. Merci beaucoup Guillaume. Du coup on va enchaîner avec l'histoire d'1 minute 30, donc qui est l'agence d'Inbound Marketing et qui s'est essentiellement fondée grâce à cette technique. Merci. Du coup, voilà. Alors c'était en 2012 environ, il y a 3 ans et demi. Gabriel Dabi-Schwebel, qui est le fondateur de l'agence et aujourd'hui le directeur conseil, s'est dit pourquoi ne pas devenir mon propre média et convertir mon audience en client. Donc finalement, il est parti d'un constat simple. La base d'un site web, c'est de générer du trafic. Pourquoi ne pas devenir son propre média et attirer le plus de monde possible sur du long terme et éviter d'avoir recours à de la prospection commerciale agressive, dépenser énormément d'argent dedans. Et donc l'idée que repose évidemment sur HubSpot que vous avez évoqué tout à l'heure, c'était vraiment créer du contenu, créer des contenus premium, créer une régularité dans la relation, être présent sur le social media et ainsi devenir une agence plus ou moins référence dans l'inbound, en tout cas une des premières agences à adopter l'inbound en France. Donc aujourd'hui, 1 minute 30, c'est 75 000 visiteurs uniques mensuels sur le blog et sur le site. C'est plus de 30 000 personnes dans les communautés social media, essentiellement sur Twitter. Et on va surtout avoir 1500 prospects générés par mois, 3-4 rendez-vous chaque jour, avec des marques, avec des agences, avec des partenaires. Et donc c'est 100% de notre chiffre d'affaires qui passe par le site et 100% de nos rendez-vous qui sont pris automatiquement par du marketing automation, par des scénarios qu'on va évoquer tout à l'heure, et donc par ces livres blancs, par ces études, par ces benchmarks que l'on va pouvoir faire. Très rapidement, les to-do qu'on a pu mettre au sein de l'agence et les Dante aussi, on se base, on va le voir après, je lance quelques hameçons pour amener la suite du contenu tout à l'heure. Alors on va être essentiellement centré sur le ciblage, donc avant de faire du contenu, c'est vraiment se poser la question de quelle est mon audience, quels sont mes clients, quels sont mes prospects,
qui est-ce que je veux convertir et qui est-ce qui va me rapporter du chiffre d'affaires, parce qu'au final, c'est quand même ça l'objectif. La régularité dans les contenus, donc avoir un calendrier éditorial et s'y tenir, c'est l'une des plus grosses difficultés qu'on a aujourd'hui et que la plupart de nos clients ont aujourd'hui. Ça va être faire de la différence. Comme on entendait tout à l'heure sur Merci Alfred, ça va être vraiment offrir du contenu différent, à valeur ajoutée, et vraiment faire cet effet waouh, ou ce oh putain effect, qui va permettre de vraiment retenir l'attention et dire voilà, moi ce que je vous propose, vous devez venir chez moi parce que vous allez le trouver nulle part ailleurs, vous allez trouver une expertise, et selon évidemment les métiers, vous allez trouver du contenu unique. La simplicité dans le tunnel de conversion, on va l'évoquer tout à l'heure, et l'ouverture d'esprit. Je parle d'ouverture d'esprit, c'est un peu le thème aujourd'hui. Est-ce qu'il faut passer que par l'inbound? Est-ce qu'il faut aussi passer par l'outbound? Moi, j'ouvre déjà le débat. Nous, au sein de l'agence, on est spécialisé inbound, mais on fait beaucoup d'outbound aussi, parce qu'on considère qu'on ne peut pas vivre avec uniquement l'inbound aujourd'hui dans le business actuel. Je mets une nuance, ça dépend aussi des marchés, ça dépend des entreprises et des buyer personas. Rapidement les don'ts, alors c'est la même idée que les to-do, pas de tracking. Nous on traque évidemment tout ce qui se passe sur le site, c'est un tracking assez simple, basé sur des outils comme Google Analytics, comme Webmaster Tools, comme les Twitter Ads, etc. C'est assez simple. Nos targeting évidemment, on va l'évoquer juste après, c'est faire un ciblage, connaître vos buyer personas, définir votre ligne éditoriale, votre calendrier éditorial et quels canaux vous allez utiliser pour toucher vos cibles. La vente à tout prix. Moi, je suis une marque, je veux absolument que mes consommateurs achètent, mes internautes achètent. L'inbound, ce n'est pas fait pour vous. L'idée, c'est vraiment de produire du contenu, d'amener cette valeur ajoutée et de ne pas vendre. La vente se fera naturellement. Et sur 1 minute 30, l'ensemble de nos outils et de nos canaux outbound servent le contenu et diffusent le contenu plutôt que les livres blancs, plutôt que les études avant tout. Et enfin, la sursophistication, ça c'est important. C'est bien de faire des beaux articles, c'est bien de faire des beaux livres blancs, mais si on met 6 mois à les sortir, ça ne sert à rien. On le voit souvent avec des clients. Le processus est compliqué, on met parfois 1 mois à valider un article. Donc c'est bien de sortir des choses carrées. Il faut savoir lâcher prise aussi, parce que sur Internet, il faut faire de la qualité, mais il faut aussi faire de la quantité. Donc, savoir lâcher prise, savoir faire que le contenu ne soit pas forcément le meilleur possible, mais au moins diffusé et au moins avoir cette régularité, 1 semaine, 1 jour, 1 mois, toujours publié et toujours partagé. Voilà. Merci. Merci Kevin. Et maintenant, Stéphane va nous présenter Keilly Consulting. Avec plaisir. Alors, Keilly Consulting, je voulais présenter rapidement. C'est une société qui a commencé en 2008 sur de la stratégie digitale, qui fait aujourd'hui plein d'autres métiers, de la mise en œuvre jusqu'à l'optimisation. La liste des métiers de Keilly Consulting. Ils sont nombreux, ils couvrent à peu près l'ensemble du digital. Et ce qu'il est intéressant de voir, c'est que dans l'ensemble de nos métiers, je parle là d'audit, de stratégie digitale, même de conduite du changement ou de web analytics, à chaque fois, on va toucher l'inbound marketing de près ou de loin. Sur la partie stratégie, puisque au départ, l'acquisition de trafic fait partie entièrement de la conception d'un site et de son écosystème digital. Sur la partie mise en œuvre, on le voit de plus en plus sur les organisations, notamment si vous prenez les grands médias type Le Monde ou même le Financial Times, qui aujourd'hui est en train de scinder ses équipes entre celles du digital et celles du papier. Et enfin, sur l'optimisation, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, tout ce qui est inbound marketing et nécessairement demande du tracking, parce qu'on va beaucoup tester sur ce domaine-là, et il va falloir savoir si on a des résultats, et c'est des résultats dans la durée, donc c'est du tracking sur le long terme. Un exemple, une start-up que nous avons créée en 2008, s'appelle Ligne en Ligne, c'est du coaching minceur. Alors, vous voyez la courbe, c'est la croissance du trafic naturel depuis le lancement. Alors, j'ai volontairement pas commencé depuis 0, mais une chose que montre cette courbe, c'est que c'est très long. C'est beaucoup d'efforts. J'ai pas le nombre de recettes, mais il faut s'imaginer qu'il y a environ 2-3 recettes qui sont postées par jour sur le site internet, si c'est pas plus, qui sont partagées sur les médias sociaux, qui sont retweetées, donc du community management derrière, beaucoup de user-generated content,
Donc c'est très long, ça prend du temps. Alors le résultat est assez intéressant, puisqu'aujourd'hui on a plus de 500 000 visiteurs par mois, et la partie trafic naturel représente une large partie de ce trafic-là. Donc oui, il y a des résultats, ça prend du temps, et clairement il y a un investissement aussi derrière, puisqu'on paye des gens effectivement pour écrire ces recettes et pour faire tous ces textes et mettre en place le tracking. Oui, mais tout à fait. Et c'est le cas parce que pendant les périodes de Noël, tout le monde mange beaucoup et tout le monde se désinscrit à ce moment-là du coaching minceur. Donc effectivement, c'est très variable. Si vous regardez minceur sur Google Trends, vous le verrez et ça suit exactement l'évolution. Bonne remarque. Un autre exemple pour les grands groupes, parce que là on a pris une start-up, mais c'est le cas aussi pour les grands groupes. Et là c'est Orange sur le B2B. Donc c'est un site qui a été lancé maintenant il y a quelques années avec Kelly Consulting, c'est le Cloud Pro. C'est un portail de services cloud pour les professionnels. Et ce portail comprend de nombreux contenus et toute une stratégie inbound marketing, à savoir certes un blog, mais aussi de l'emailing, des médias sociaux et tout ce qui va être marketing. Oui. Pardon. Ah. On est autant que ça ? D'accord, ça marche. Ok. Je reprends tout depuis le début alors, c'est ça ? Ok. Donc voilà, effectivement, les grandes entreprises s'y mettent aussi. Et dès la conception même du site web, on a pensé à une stratégie inbound. Donc il faut penser très tôt dans son projet d'entreprise ou de site internet. Donc on va continuer un peu notre programme et donc on va s'intéresser un peu à cette question de l'acquisition de trafic et tous ces exemples que vous preniez. Donc déjà, Kevin l'a un peu rappelé, les bonnes pratiques en termes d'acquisition de trafic. Est-ce que Stéphane, vous avez rencontré au cours des différents briefings clients que vous avez eus, des différentes stratégies que vous avez mises en place, des bonnes pratiques justement sur cette acquisition de trafic ? Alors oui, forcément. Pour moi, la première bonne pratique, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est celle de commencer par le client. Et tout commence par là, pour toutes les sociétés de toute taille. Je vais prendre deux exemples. Le premier, qui est connu de tous, c'est Red Bull. Comment fait Red Bull pour financer un saut depuis l'espace, depuis la stratosphère exactement ? Red Bull est allé sur ses fondamentaux et sait que s'ils vont dépenser 50 millions d'euros pour effectuer ce saut dans la stratosphère, c'est que ça va fonctionner. Et les fondamentaux, c'est quoi ? C'est de l'audace et c'est le dépassement de soi. On est en plein dedans et aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler. Le jour même, c'était 8 millions de personnes qui étaient connectées sur YouTube en direct. C'est 2000 tweets par seconde, donc c'est un succès et sur le moment et dans le long terme. Un autre exemple plus proche, parce qu'on parle de start-up aujourd'hui, c'est celui de Airbnb et de Uber. Vous prenez les exemples de Brian Chesky, qui a commencé en louant en fait sa chambre chez lui. D'ailleurs, pour la petite histoire, le nom Airbnb vient de là. C'est le nom du matelas gonflable sur lequel il plaçait ses clients. Et il a pu être en contact directement avec ses clients, vraiment comprendre son service, comprendre ses clients, et en même temps, du coup, adapter sa stratégie et d'acquisition en fonction. Pourquoi c'est important ? Parce que derrière, quand on va commencer à communiquer sur le web, c'est plein de canaux différents. On a effectivement la vidéo, YouTube, on a le SEO, on a aussi de l'outbound. Donc si on veut pouvoir adapter son message à tous ces différents canaux, ces différents publics, ces différents thèmes, il faut vraiment être à l'aise sur ces fondamentaux. Donc il faut vraiment partir du client pour ensuite être capable de développer le contenu en fonction. Une autre bonne pratique, je pense, qui est intéressante, c'est de faire un état des lieux, regarder tout ce qu'il y a sur le marché, ce que font vos concurrents, les thèmes qu'ils n'abordent pas, les publics qu'ils n'abordent pas non plus, les canaux qu'ils n'utilisent pas. Et quand vous commencez, vous avez sans doute un boulevard sur ces thèmes-là, ces publics-là, ces canaux, et vous pouvez déceler ces trous en fait, dans la raquette en regardant des outils comme Google Trends ou Google AdWords. Et là, vous pouvez trouver des points où appuyer, où vous, en lançant votre site, pourrez avoir un impact, mais sur un tout petit trafic et un petit thème. Vous commencez par là, et après, vous étendez au fur et à mesure. Et alors, je ne vais peut-être pas monopoliser le temps. Hein,
Juste une dernière chose, c'est effectivement, c'est lancez-vous vite, attendez pas, parce que ça marche beaucoup par le test. Donc lancez-vous dès le début et testez sur différents canaux. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Je ne sais pas, par exemple, Guillaume, est-ce qu'il y a un point clé qu'il faut retenir sur l'acquisition de trafic? Alors, sur le côté ciblé client, je te rejoins tout à fait. J'irais même encore plus loin, c'est-à-dire que nous, on va dans un ciblage extrêmement fin. On se dit à chaque fois qu'on écrit quelque chose ou qu'on crée un contenu, à qui potentiellement cette personne va la partager. On construit notre stratégie en se disant il faut avoir touché tous les cercles de cette personne. Donc, par exemple, on se dit cette personne, elle va faire du sport avec ses potes au Five. Donc dans ce cas-là, le Five, le foot à 5, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ici. Et dans ce cas-là, on se dit qu'est-ce qui va faire que cette personne va recevoir la newsletter ou recevoir le contenu et puis le partager à ses collègues du foot. Donc on va créer un contenu là-dessus. Donc on a été tourné au Five à La Chapelle et on a tourné le top 10 des clichés des footballeurs. Juste parce qu'on s'est dit, ça c'est quelque chose on ne peut pas ne pas le partager à son équipe. Et donc c'est vraiment comme ça qu'on construit les différents contenus. Et alors justement, sur la question de l'acquisition de trafic, ce qu'on voit qu'on soit une marque ou par exemple un blogueur, c'est que ce qui est ressorti souvent, il y a une sorte de traversée du désert. Et en fait, on va mettre beaucoup de temps à avoir une vraie pointe de trafic. Est-ce que Kevin, par exemple, vous êtes passé par là chez 1 minute 30 ? Alors, je ne suis pas arrivé au tout début d'une minute 30, je suis arrivé 1 an et demi environ après le lancement. Ce qui est certain, c'est que le trafic SEO, il n'arrive pas immédiatement. Tout dépend en plus de l'entreprise, parce que toutes les entreprises ne peuvent pas prétendre à avoir un trafic organique important. Ce qui est sûr, c'est que c'est là que va intervenir notamment l'outbound, qui va vous permettre de garantir certains objectifs auprès de vos clients ou en tant qu'entreprise marque. Donc par de l'achat d'espace, etc., qui vont vous permettre de vous garantir un trafic minimum, un nombre de leads, etc., et de faire vraiment découvrir votre concept, faire découvrir votre blog, faire découvrir votre proposition de contenu, parce que finalement, votre blog, il peut être super, il peut être génial, avec plein d'idées. Si personne ne le connaît, personne ne va le partager, personne ne va venir le voir et il ne va pas convertir. L'idée que je souhaite évoquer aussi, c'est que peu importe la marque, peu importe l'entreprise et le secteur, tout le monde peut parler, tout le monde peut produire du contenu. Finalement, même si votre marque apparaît super chiante, elle va être peut-être chiante pour beaucoup, mais pour vos buyer persona, elle ne va pas être chiante. Et nous, ça nous arrive de travailler avec des prospects sexy, mais aussi des prospects un peu moins, comme, je ne sais pas, une entreprise qui fait des chariots élévateurs, faire un livre blanc là-dessus, faire des articles là-dessus, c'est pas terrible, mais ça va être du contenu qui va être à destination d'un public particulier, que l'on va cibler au départ à travers des ateliers, à travers la compréhension de qui sont les clients, qui sont les internautes qu'on souhaite toucher, par quels canaux ils viennent, et comment est-ce qu'on va répondre à leurs attentes. Et là, ça devient intéressant parce que finalement, quand on fait du contenu pour une entreprise qui fait des chariots élévateurs, par exemple, on est capable de faire du contenu pour n'importe qui. Et on peut se dire que n'importe qui peut se lancer dans cette production de contenu. Alors du coup, sur la deuxième phase, en fait, la phase de conversion, parce que c'est très intéressant d'avoir du trafic sur son site web, d'augmenter ses performances, etc. Mais encore faut-il derrière, entre guillemets, le rentabiliser. Donc peut-être Kevin, pour commencer, est-ce qu'il y a vraiment des bonnes pratiques à respecter et des exemples concrets par rapport à ce qu'on a donné tout à l'heure? Alors sur la partie conversion, ce qu'il faut évidemment penser, c'est qu'avant la conversion, il y a le trafic. Nous, ça nous arrive d'avoir des personnes qui viennent nous voir et nous demandent d'optimiser leur conversion et leur taux de conversion et leur tunnel de conversion. Ce qu'il faut penser avant, c'est d'avoir du trafic. Parce que si j'optimise au maximum mon tunnel de conversion et que j'ai 3 personnes sur mon site, c'est bien, je convertis peut-être 2 sur 3, mais c'est mieux si j'ai 1000 personnes qui viennent et que j'en convertis beaucoup moins en proportion. En proportion, donc j'en convertirai évidemment beaucoup plus en chiffres au final. Au niveau du tunnel de conversion, l'idée, ça va être vraiment de s'attacher à penser comme l'utilisateur. Tu l'évoquais tout à l'heure, à partir du client pour construire son offre et pour construire sa ligne éditoriale. C'est vraiment cette idée de se dire sur quel canal est-ce qu'il va être, comment est-ce qu'il va rentrer sur le site et comment est-ce que je vais l'accompagner une fois sur le site. Est-ce que je fais des chemins de conversion différents si c'est un étudiant, si c'est un grand compte, si c'est un acheteur potentiel? Est-ce que je vais faire une landing page qui va être
sans menu? Est-ce que je vais faire une landing page qui va être avec une vidéo, avec une image? Tout ça, ça va passer par l'A/B testing sur chaque page, sur chaque étape du chemin de conversion, qui va pouvoir être sur, on va dire, sur un site e-commerce de 5 étapes, ou d'une étape, par exemple, comme Amazon, enfin de 2 étapes comme Amazon, qui propose maintenant le click instantané, le click tout achat instantané, ou sur 1 minute 30, où par exemple, à n'importe quel endroit du site, vous pouvez télécharger un livre blanc en 2 clics. Donc c'est vraiment cette idée de réfléchir au parcours de conversion selon toujours votre cible et selon ce que vous vendez sur votre marché. Du coup, on va peut-être passer maintenant à l'étape d'après, qui est finalement, une fois que vous avez récolté ces leads, ces personnes qui sont abonnées à votre newsletter peut-être, finalement, quel type de relation vous allez entretenir avec elles, quel contenu vous allez pousser derrière. Donc je pense que Guillaume est bien placé pour répondre à cette question. Juste un petit point déjà sur la conversion. Moi, je vais apporter mon éclairage, alors qui est pas du tout un éclairage orienté data. En gros, nous, on estime qu'il y a 2 façons de faire. Il y a la façon Amazon, qui est l'optimisation. Pour info, eux, ils optimisent leur site, ils font des A/B testing sur leur site toutes les 30 secondes. Ce n'est pas quelque chose qu'on est en mesure de faire, clairement. Et du coup, nous, on part vraiment de l'histoire. Il y a un neuroscientifique qui s'appelle Paul Zak, qui a étudié vraiment au niveau scientifique ce qui se passait dans le cerveau. Et c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand un orateur raconte une histoire à un auditeur, en fait, les zones actives du cerveau sont juste exactement les mêmes. Il se passe quelque chose d'assez intéressant, c'est que même les capacités de jugement ultra-rationnel de la personne qui écoute sont diminuées. Ça veut dire une chose simple, c'est qu'en fait, l'émotion change tout, et que pour nous, il y a vraiment un passage dans l'e-commerce, de l'ère de e-commerce avec le E d'électronique, à l'e-commerce de l'ère de l'émotion. Et c'est un peu ça qu'on essaie de faire, nous. Quand on crée quelque chose, qu'on vend quelque chose, on va retravailler l'histoire jusqu'à ce qu'on ait chaque mot qui soit juste et qui raconte une belle histoire. Et donc, en fait, on arrive, c'est hyper intéressant, parce qu'on a des taux de conversion qui sont souvent supérieurs à 10%. Et du coup, on se dit, en fait, c'est assez intéressant, parce qu'Amazon, après, c'est pas les mêmes volumes, forcément, mais en tout cas, on arrive à des taux de conversion hyper intéressants. Et du coup, l'autre point, c'est sur comment on engage une audience. Donc là, plus sur l'emailing. Alors, oui, on a une forme d'expertise forcément sur l'emailing, à force. Donc, il y a énormément de conseils à donner, c'est assez vaste. Je vais peut-être me concentrer du coup sur un ou deux. Le premier conseil que je donnerais sur l'emailing, c'est encore une fois, c'est encore l'histoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on se demande, une fois que la personne aura terminé de lire l'email ou la newsletter, qu'est-ce qu'il va aller raconter à ses potes ou à ses collègues. Et si on n'arrive pas à le savoir, c'est qu'on l'a mal écrite. Donc il faut vraiment qu'on se dise, on a un seul message qui est juste limpide. Et c'est assez intéressant, même en regardant l'évolution du nombre de mots qu'on a sur nos newsletters, on est passé peut-être de 150 à 140, puis 130, puis 120, et puis on en écrit de moins en moins. Parce qu'en fait, une banalité, mais l'assise mort, et c'est vraiment, vraiment le cas, c'est-à-dire que plus on est clair, plus on est limpide, plus le message passe, et plus ça clique. Donc ça, c'est le premier message. Et deuxième message, c'est assez simple, mais pour nous, c'est juste de dire il faut en écrire peu. Donc à la fois, c'est pas peu dans une seule newsletter, c'est écrire finalement peu de newsletters. Et au début, on se forçait un petit peu, on se dit il faut qu'on écrive nos 3 newsletters par semaine. Puis finalement, on s'est dit en fait peut-être qu'on s'en fout. Peut-être qu'on va juste envoyer une newsletter si vraiment on est fier de ce qu'on a écrit. Et donc c'est ce qu'on fait. J'avais fait une fois un focus group du coup avec des lecteurs et je leur ai demandé à quelle heure vous voulez qu'on envoie les newsletters le matin. Parce qu'aujourd'hui, on est vraiment à l'arrache, on l'envoie à n'importe quelle heure. Et du coup, ce qu'ils nous ont dit, mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a l'impression que c'est ultra spontané, parce que le newsletter, vous allez l'écrire, parfois on va le recevoir à 8h, parfois à 15h, on a du coup le sentiment que vous venez de l'écrire, vous l'envoyez. Du coup, c'est ce qu'on a gardé, donc on écrit toujours les newsletters à l'arrache, mais on se force un peu plus à les envoyer à n'importe quelle heure. Il y a des heures qui sont forcément justes, parce que quand une newsletter sur un resto, on va plus l'envoyer à 11h ou à 19h, mais en tout cas, il y a ce côté d'écrire finalement assez peu de choses et d'écrire de façon la plus spontanée possible.
Et juste pour rebondir, ce qui est intéressant, c'est que nous, chez 1 minute 30, on a une approche complètement différente. C'est qu'on va vraiment, tous les lundis matins, envoyer notre newsletter maintenant à 13h et ne jamais rater cet envoi et toujours mettre les 5 articles de la semaine dans la newsletter. Cette newsletter est gérée de façon automatique. Et on voit vraiment que la différence vient des personnes qu'on atteint. On n'atteint pas le même public. Et de fait, ça peut fonctionner dans les deux cas. Il y a autant d'actions marketing à mettre en place que de cibles. Et on voit bien qu'on est complètement à l'opposé, mais que finalement, pour les deux, ça semble fonctionner aujourd'hui. Et du coup, pour conclure un petit peu sur cette question de l'inbound marketing par rapport à l'outbound marketing finalement, est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre vision sur cette question, à savoir, est-ce qu'on peut lancer sa starter sans publicité finalement? Est-ce que c'est possible de se contenter du contenu, de vraiment faire aucune acquisition payante? Qu'est-ce que vous en pensez finalement? On va peut-être commencer par Stéphane. Alors, je pense que effectivement le titre de la conférence est un petit peu provocateur. Je pense que tout simplement, il n'y a pas de baguette magique. Faut vraiment arrêter de croire au Père Noël. Aujourd'hui, lancer sa start-up sans fonds, c'est compliqué. On peut faire une partie, on peut commencer à avancer, en tout cas, sans avoir au début de l'argent. Mais si on a un concept qui marche, on va s'apercevoir d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de liquidités sur le marché et qu'il y a plein d'investisseurs qui seront prêts à mettre de l'argent et à vous faire gagner beaucoup de temps et d'éviter des courbes de croissance sur 5-6 ans. Donc, effectivement, on peut lancer sans argent au départ, et je recommande tout de suite de tester votre concept. Pensez au livre Lean Startup, pensez à l'exemple de Dropbox. Dropbox, quand ils ont lancé leur startup, ils n'ont pas écrit une ligne de code avant de marketer leurs produits. Ils ont mis une vidéo en ligne, ils ont expliqué, voilà comment fonctionne Dropbox. Si vous voulez être bêta-testeur, inscrivez-vous. Ils ont eu des tonnes et des tonnes d'inscriptions. Une fois que vous avez ces inscriptions, vous allez voir un investisseur et vous lui dites bon, voilà, j'ai besoin de tant d'argent, il me faut un développeur, voilà, et c'est bon, vous pouvez vous commencer. Et il y a plusieurs exemples de cette manière. Je pense aussi que Dropbox est un bon exemple sur tout ce qui est growth hacking. Donc c'est un buzzword en ce moment. Et c'est quoi le growth hacking? C'est le fait d'utiliser finalement des concurrents ou des techniques sans dépenser de l'argent, mais qui vont vous permettre de vous faire connaître. Un exemple, c'est celui de Spotify, qui a utilisé à son insu Facebook. Au départ, quand vous écoutiez Spotify, il y a quelques années au début, vous pouviez choisir de diffuser ce que vous écoutiez sur Facebook. Ça a eu un succès retentissant et plein de gens se sont inscrits. C'est l'effet viral. Ah, mes amis écoutent. J'ai un ami, 2 amis qui écoutent sur Spotify, donc je vais pouvoir investir. Donc, pour conclure, allez-y rapidement, testez votre service, même allez dans la rue, pitchez-le, voyez ce que ça donne, mais n'oubliez surtout pas que si vous créez des contenus, si vous avez de l'argent pour les pousser derrière, ils seront encore plus rentables et vous aurez encore plus de succès. Alors, je suis complètement d'accord. Si vous lancez sans argent, il faut quand même avoir les reins très très solides, parce que ça prend beaucoup de temps. Le ROI, il est jamais direct, il prend du temps. Nous, on a eu la chance que, moi, j'ai développé du coup Merci Alfred au sein de My Little Paris. C'est complètement différent. Mais oui, c'est sûr qu'au début, ça prend du temps. Au début, j'écrivais les newsletters, puis j'allais chez l'annonceur, puis j'allais négocier des partenariats. Donc, c'est pas simple. Néanmoins, je pense, et là, je te rejoins aussi, qu'il faut quand même tester son idée sans argent, et c'est hyper important, parce que sinon, déjà, vous allez perdre un temps monstrueux à lever des fonds. Il faut d'abord avoir une proof of concept sans argent, ça c'est clair. Nous, on a quelque chose, un concept, alors qu'on n'a pas du tout inventé, qui vient d'une boîte qui s'appelle IDEO, qui est une... Je ne sais pas si vous connaissez cette boîte, mais c'est... souvent, je donne un exemple pour la présenter. C'est la boîte qui a inventé la souris, tout simplement. Et c'est le seul prestataire avec qui Apple accepte de travailler. Et du coup, eux, ils ont un concept qui s'appelle le shitty prototype, donc littéralement le prototype de merde. Et en fait, avant de créer n'importe quelle idée, ils demandent à leurs consultants de la créer. Alors, si c'est un objet physique, ça va être avec 3 bouts de carton. Je sais pas, par exemple, s'ils veulent tester une nouvelle fonctionnalité dans une bagnole, ils vont recréer une bagnole en carton, ils vont tester. Parce que ça va amener plein de questions. On va tout de suite savoir si ça a du sens ou pas. Et nous, tout simplement, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Donc, pour les activités e-commerce, pour les box, My Little Box, Gambit Box, etc., c'est quelque chose qu'on fait. On va tester tout simplement. On va faire des shitty prototypes de box.
Et puis, sinon, sur le digital, ça s'applique aussi totalement. Vous avez une idée, vous faites un mock-up, ça prend avec un graphiste, ça prend 2 ou 3 heures, et vous allez la montrer, tout simplement. Vous allez montrer, donc c'est une appli, vous allez montrer, vous faites tester à des gens. Il n'y a pas besoin qu'il y ait quelque chose derrière. Idem pour un site, vous faites un mock-up, ça prend aussi 2 heures, vous allez montrer à des gens. Voilà. Merci Guillaume. Et peut-être Kevin pour conclure. Je ne vais pas être super original. Évidemment que non. Selon moi, l'inbound ne suffit pas à lui tout seul. L'idée, c'est on lance une start-up. Évidemment, tester l'idée, mais la pression commerciale et la pression héroïste aujourd'hui est telle que on ne peut pas se permettre d'attendre 6 mois, 1 an, 2 ans que la stratégie inbound commence à prendre, qu'on puisse faire du contenu une fois par jour, même 10 fois par jour. Au final, l'idée, ça va être de réussir à trouver ce mix. Toujours pareil, c'est pas parce qu'on vous dit qu'AdWords c'est super ou que l'emailing c'est super qu'il faut forcément utiliser ces canaux-là. Tout se base sur la compréhension que vous avez de votre marché et de votre clientèle potentielle. L'idée, c'est de réussir à trouver ce mix, toujours en gardant l'inbound, parce que l'inbound, ça va permettre de réassurer, ça va permettre de vous faire exister, ça va vous permettre d'exister sur Google, sur les réseaux sociaux, d'alimenter votre newsletter, d'alimenter vos emailing, etc. Et de faire un outbound pas idiot, entre guillemets, pas trop commercial, mais vraiment centré contenu. Votre outbound va être autour de vos contenus, les emailing vont être autour de vos articles, de vos livres blancs. Vos webinars, c'est pareil. Vos livres blancs vont être axés vraiment expertise, vont être axés métier et vont apporter une valeur ajoutée forcément à vos clients. Et vous ne serez pas considéré comme une entreprise trop commerciale et trop spam. Voilà. Merci Kevin. Maintenant, si vous voulez challenger les personnes qui sont là, si vous avez des questions, est-ce que vous pensez vous aussi qu'on peut lancer sa start-up sans publicité? Peut-être que vous avez rencontré des problèmes qui sont propres à vos startups. Donc, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Oui, bonsoir, Jean-Denis Cuvelier. Moi, j'ai monté un petit cabinet de conseil en innovation et transformation et je travaille aujourd'hui sur un projet dans la santé. Ma question, en fait, elle est de mieux cerner la validité de tout ce que vous venez de nous raconter sur le B2B versus le B2C. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des différences fondamentales entre ces deux types de clients? Moi, je connais beaucoup mieux le B2B que le B2C. Et ce que vous me racontez, j'ai un peu de mal à le vendre à mes clients. Merci. Bon, je vais prendre. Nous, sur 1 minute 30, on va être à peu près à 75-80% de notre chiffre d'affaires sur du B2B. Et justement, on va avoir plus de mal à vendre l'inbound auprès du B2C, où ça va être plus considéré comme du brand content et moins de l'inbound. Faut savoir qu'on part toujours de la problématique du client. Vos clients aujourd'hui dans la santé, leurs clients, vous êtes en B2B, donc ils ont des clients finaux qui vont derrière se poser des questions. On part toujours de ces questions-là. Quel est le profil des buyer personas? Quelles questions elles vont se poser? Où est-ce qu'elles vont aller le chercher? Est-ce qu'elles vont plus aller le chercher sur Google? Est-ce qu'elles vont plus aller le chercher sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas sûr. Nous, on va vraiment partir de cette idée pour construire notre ligne éditoriale à partir de ces cibles, pour construire notre calendrier et savoir quelles actions on met en place. Moi, évidemment, je ne mets pas les mêmes actions et je ne fais pas les mêmes recommandations selon le public. On va être sur un public en B2C. Typiquement, on a fait la promotion d'un site de rencontre qui s'appelle Actimity, qui est un site de rencontre 3 et 3, 3 hommes, 3 femmes par groupe. C'est un peu bizarre, mais c'est par groupe autour d'une activité. Voilà, c'est plus cohérent. Évidemment, on ne va pas leur dire de faire un livre blanc sur la rencontre ou un livre blanc sur comment rencontrer l'âme sœur, etc. Moi, je ne trouve pas que ça soit très pertinent. Par contre, on va mettre en place des événements, on va mettre en place des relations avec les influenceurs en l'occurrence, sur tout ce qui était un peu lifestyle, etc. Moi, je pense que ça dépend vraiment du profil de vos clients et on se base là-dessus, on s'ancre là-dessus. Je ne sais pas si je réponds vraiment à vos questions. D'accord. Et donc sur quel aspect j'ai pas... Présenter un mock-up à des grands clients qui pèsent des milliards d'euros. Sur quelle partie? Parce que nous, on a cette problématique-là qui est l'essence même de l'inbound, c'est le long terme.
C'est-à-dire, comme je disais, un projet uniquement inbound n'est pas viable parce que nous, on a des grands groupes avec qui on travaille, on a beaucoup de prospects en grands groupes et où on a la difficulté de vendre ce que l'on propose, c'est vraiment sur ce côté ROI. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans l'immédiat pour générer du trafic et comment est-ce qu'on peut justifier le fait que le trafic ne va pas décoller avant 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est la grosse difficulté aujourd'hui de l'inbound, c'est la grosse difficulté qu'on a. On fait énormément d'éducation autour de ça, de façon à démontrer que l'outbound, c'est court terme, l'inbound, c'est long terme. C'est un peu restrictif, mais c'est vrai que c'est une difficulté qu'on a, nous. Et ça passe par énormément d'éducation, énormément de temps avec le client. Après, évidemment, il y a, on se heurte beaucoup à des résistances qui font que il y a certains prospects qui ne sont pas encore matures pour l'inbound. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à leur vendre de l'inbound s'ils ne sont pas matures pour l'inbound aujourd'hui. Mais ça viendra parce qu'aux États-Unis, HubSpot, comme on l'a vu, a littéralement explosé et se développe énormément. Et 1 minute 30, qui a 3 ans et demi, on a une croissance qui est de plus 50% du CA chaque année, et énormément sur l'aspect B2B. Voilà. Oui, effectivement, 1 heure, 1 heure et demie de conférence était assez compliqué pour parler un peu de tout. Donc merci beaucoup à tous d'être venus. Et s'il y en a qui veulent creuser un peu plus le sujet, on a une petite table pour vendre notre livre au fond à 25 €. Et on remercie également les intervenants qui sont venus. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur l'inbound marketing ce soir.